Certaines des complications initiales ont été supprimées, mais il s'agit toujours d'une locomotive express pour passagers vraiment excellente et rapide. En 1948, Union Pacific était à court de puissance, sans option, et faisait face à une hausse du fret qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Même leurs légendaires Big Boys étaient trop coûteux pour continuer à fonctionner. Des locomotives diesel, enchaînées ensemble dans un effort désespéré, s'étaient arrêtées à mi-chemin sur la colline de Sherman, dans le Wyoming. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas simplement un autre moteur, c'était une révolution. Ainsi, lorsque General Electric proposa un train de fret propulsé par des réacteurs, le conseil d'administration donna son accord. Ce qui suivit fut une locomotive si bruyante qu'elle secouait les villes, si puissante qu'elle brisait de l'acier. Les résidents, y compris le maire, ont exprimé leur mécontentement ce soir à Union Pacific. Ils exigent que la compagnie de fret arrête ses trains de nuit. Il y a eu plusieurs jours où j'ai dû fonctionner et travailler et continuer la vie avec seulement 2 heures et demie, 3 heures de sommeil. Et si étrange qu'elle disparut presque aussi rapidement qu'elle arriva. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer là où les rails deviennent abrupts et où les règles habituelles ne s'appliquent plus. La colline qui brisait les trains. Pour la plupart des voyageurs, cela ne ressemblait à rien de plus qu'une longue pente tranquille, 11 km de granit et de poussière entre Cheyenne et Buford. Mais pour les ingénieurs de Union Pacific, la colline de Sherman était un adversaire brutal. Avec une pente de 1,55% en direction de l'ouest, ce tronçon devenait un champ de bataille pour chaque locomotive qui osait tenter l'ascension. Ce chiffre peut sembler faible, mais avec 5000 tonnes de fret derrière vous, il suffisait à paralyser les moteurs, bloquer les horaires et épuiser les équipes. En 1948, la guerre en Europe était terminée, mais la bataille sur la colline de Sherman s'intensifiait. Le boom économique d'après-guerre battait son plein, et le volume de fret ferroviaire avait augmenté de près de 50% en une seule année. Les wagons, les citernes et les trémies encombrèrent les quais, attendant des heures, parfois des jours, pour leur tour de grimper la pente. Les géants à vapeur comme le Big Boy pouvaient réussir l'ascension, mais à un coût astronomique. Des montagnes de charbon, des heures de maintenance et des équipes d'hommes épuisées. Pendant ce temps, les nouvelles locomotives diesel, promises comme une alternative plus propre et moins chère, s'éteignaient sous pression. Une seule unité peinait à franchir la colline. Il fallait relier 5 ou 6 moteurs juste pour tirer un train, et si l'un d'eux tombait en panne, toute l'opération risquait de s'effondrer. La salle du conseil au bord du gouffre. Au siège de Union Pacific à Omaha, l'atmosphère était moins pleine d'espoir que de colère. Le boom du fret d'après-guerre devenait un cauchemar logistique, et chaque solution venait avec un coût plus lourd. Faire circuler une seule locomotive Big Boy à vapeur sur la colline de Sherman coûtait à l'entreprise plus d'un demi-million de dollars par an en charbon, eau et main-d'œuvre. Les équipes travaillaient en équipe tournante pour maintenir les monstres en marche, et les ateliers de maintenance étaient surchargés sous le poids des pistons fissurés et des roues déformées. Les moteurs diesel, autrefois salués comme l'avenir, ne donnaient pas non plus les économies escomptées. Déplacer un seul train lourd nécessitait une demi-douzaine d'unités attachées ensemble, et si l'un d'eux tombait en panne, toute l'opération risquait de se détraquer. Les pannes multipliaient les coûts et encombraient les horaires. Le résultat net était en danger, et la direction des chemins de fer en était consciente. En 1948, le conseil d'administration de Union Pacific lança un ultimatum. Fini l'improvisation, trouvez une seule locomotive capable de grimper la colline de Sherman toute seule. Pas de convoi, pas d'aide, une machine construite pour conquérir ce qui avait déjà brisé des flottes. Les notes des réunions internes de cette année-là reflétaient l'état d'esprit. Fret en augmentation, train bloqué et risque réputationnel croissant. Un cadre le dit clairement, il leur fallait un cuirassé sur rail, pas une flottille de canots. Il ne s'agissait pas seulement d'un défi d'ingénierie, c'était une prise de conscience stratégique pour les entreprises, et ce qui allait suivre allait remettre en question les risques que les compagnies ferroviaires étaient prêtes à prendre pour obtenir du pouvoir. Moteur à réacteur, rêve de fret. Alors que la plupart des ingénieurs tentaient encore d'extraire plus de puissance des moteurs diesel, un homme de General Electric pensait en termes de révolution par minute.
Vincent Mertz n'était ni un cadre ferroviaire, ni un concepteur de train de carrière. C'était un ingénieur en aéronautique, fasciné par les turbines. Dans des avions de chasse comme le F-86 Sabre et le MiG-15, les turbines redéfinissaient déjà la vitesse et la puissance. Mertz ne voyait aucune raison pour que leur potentiel s'arrête à 9144 mètres. Le principe était simple mais radical. Si un moteur à réaction pouvait propulser du métal dans le ciel, pourquoi ne pourrait-il pas tirer de l'acier à travers les rocheuses ? Les turbines brûlaient du carburant dans un cycle continu. L'air était compressé, enflammé et explosé pour faire tourner les pales de turbines à des vitesses atteignant 6900 révolutions par minute. Avec moins de pièces mobiles qu'un moteur diesel, il n'y avait pas de piston de vilebrequin ni de boîte de vitesse complexe, juste de la force de rotation pure transformée en électricité. Les premières notes de Mertz le disaient clairement. La puissance aéronautique adaptée pour les rails égale 10 fois la puissance par livre. Les sceptiques ont repoussé l'idée. Les turbines étaient bruyantes, chaudes et volatiles. Elles consommaient d'énormes quantités de carburant, surtout à l'arrêt, et leur gaz d'échappement pouvait déformer les ponts en acier si leur ventilation était mal orientée. Mais Mertz voyait un avenir différent. Un avenir où une seule machine pourrait remplacer 5 moteurs diesel avec moins de pannes et de plus longs intervalles entre les révisions. Les laboratoires de test de GE à Schenectady sont devenus un terrain d'essai. Les ingénieurs faisaient tourner les turbines à plein régime, testaient des alliages exotiques et concevaient d'énormes filtres d'admission pour protéger contre la poussière, les oiseaux et les débris. Ils ne construisaient pas seulement un prototype, ils se préparaient à réécrire la physique du fret. Le monstre prend forme. En 1958, après près d'une décennie de développement, Union Pacific a reçu une machine qui ressemblait plus à une raffinerie mobile qu'à une locomotive. Elle était longue, bruyante et franchement surdimensionnée. S'étendant sur près de 60 mètres, la nouvelle locomotive à turbine à gaz se composait de 3 sections, une cabine avant pour l'équipage, un énorme logement de turbine et un tender de carburant dédié à l'arrière. Le centre névralgique était la voiture turbine, construite autour d'un moteur à turbine à gaz de General Electric, tournant à 6900 révolutions par minute. Son rôle était de produire de l'électricité pour les moteurs de traction. Pas de piston, pas de vilebrequin, juste une rotation continue et hurlante. Lorsqu'il était pleinement engagé, il libérait 8500 chevaux vapeur, soit plus de 5 fois la puissance d'un diesel standard. Mais le génie ne résidait pas seulement dans la puissance, il était dans le carburant. Plutôt que de fonctionner avec du diesel raffiné, cette bête brûlait du bunker C, une boue épaisse, semblable à du goudron, que les raffineries jetaient généralement. À seulement 300 le gallon, il était moins cher que l'eau. Le tender de carburant était équipé de serpentins chauffants pour maintenir la boue à 250 degrés Fahrenheit, suffisamment chaude pour la liquéfier avant de l'injecter dans la chambre de combustion. Les équipes ont dû apprendre un tout nouveau rituel de démarrage. Amorcer les tuyaux, chauffer le carburant, faire tourner la turbine au ralenti, et ce n'est qu'alors qu'ils libéraient toute la puissance. Le résultat ? Une locomotive capable de parcourir des centaines de kilomètres entre 2 arrêts pour refaire le plein et de transporter des charges massives sans avoir besoin de locomotive d'aide. Ce n'était plus un essai. C'était une arme industrielle calculée, conçue non seulement pour défier les limites du transport de fret, mais pour les effacer. Une locomotive pas comme les autres. La première fois que la turbine a rugi à Cheyenne, elle n'a pas chuchoté le progrès, elle l'a hurlé. Les équipes ont comparé le bruit à une douzaine de 747 démarrant en même temps. Les fenêtres tremblaient, les chiens hurlaient. La vibration secouait la cabine si violemment que les ingénieurs portaient des bouchons d'oreilles juste pour supporter un quart de travail. Un chauffeur plaisantait en disant que l'admission de la turbine pouvait aspirer votre chapeau si vous vous teniez trop près. Mais ce qui comptait n'était pas le bruit. C'était la puissance. Sur Sherman Hill, où même les big boys avaient rampé et où les diesels s'étouffaient, cette locomotive fonçait. Elle pouvait tirer 100 wagons chargés à 64 km/h sur une pente de 1,55%. Seule. Pas de moteurs auxiliaires, pas de train accroché, juste une poussée brute de turbine transformée en traction.
et puis vint le record. En 1966, une turbine de Union Pacific établit un record de fret que aucune autre locomotive n'avait égalé. Tirant plus de 8300 tonnes sur la colline de Sherman sans assistance, elle devint la locomotive la plus puissante en service régulier dans le monde entier. Ce n'était pas un coup de publicité, c'était une ligne régulière et le monstre n'a pas bronché. L'événement réécrivit le manuel d'exploitation des chemins de fer. Les équipes durent être formées pour gérer le couple immense. Mal gérer l'accélérateur pouvait casser les attelages en acier en deux. Bien qu'elles ne représentaient pas plus de 2% de la flotte de Union Pacific, ces turbines transportaient plus de 10% du fret total des chemins de fer, une part étonnante qui parlait d'elle-même. Pendant 2 décennies, elles ne se contentaient pas de répondre aux exigences du transport en montagne. Elles les dominaient. Mais à chaque décibel et chaque gallon brûlé, la pression montait. Les fissures sous le tonnerre. Pour toute sa force brute, la locomotive à turbine cachait un défaut silencieux, un défaut qui devenait de plus en plus bruyant à chaque minute d'inactivité. Contrairement au diesel, qui pouvait consommer du carburant à faible consommation en attendant aux signaux ou dans les voies de garage, la turbine engloutissait du bunker C presque à pleine vitesse, même lorsqu'elle était à l'arrêt. Sur les tronçons éloignés, cela était gérable. Mais les retards, près des villes ou des jonctions, se transformaient en argent brûlé à chaque tic du chronomètre. Lorsque la turbine a été lancée, son avantage économique venait du carburant extrêmement bon marché. Le bunker C était un déchet de raffinerie, presque sans valeur. Mais au milieu des années 1960, cet avantage a commencé à s'évaporer. Les entreprises pétrochimiques ont découvert qu'elles pouvaient raffiner le bunker C en matière première pour la plasturgie. Ce déchet est devenu une ressource précieuse. Les prix ont explosé, triplant en une décennie, et en 1969, la boue autrefois bon marché coûtait presque aussi cher que le diesel. Les mémos internes ont commencé à changer de ton. Ce qui avait été l'actif le plus rentable de Union Pacific devenait rapidement sa responsabilité la plus coûteuse. Les analystes ont fait les calculs et sont arrivés à une vérité douloureuse. Quand le carburant et la maintenance étaient combinés, chaque mile parcouru par la turbine coûtait presque le double de celui d'un convoi diesel moderne. En même temps, le bruit des turbines, autrefois un symbole de puissance futuriste, devenait un problème politique. À mesure que les banlieues s'étendaient le long des voies ferrées, les habitants de lieux comme Rawlins et Cheyenne remplissaient les réunions du conseil municipal pour protester contre le cri perçant qui brisait leurs nuits et fissurait leurs fenêtres. Il n'y avait pas de véritables interdictions, mais la pression montait. Les turbines furent interdites dans les limites des villes, obligées de rester au ralenti dans des voies de garage éloignées, gaspillant plus de carburant et donc plus d'argent. Le monstre n'avait pas échoué, mais le monde autour de lui avait changé. La mort d'un géant. En 1970, le verdict n'était plus controversé, il était inévitable. Les turbines étaient retirées du service une par une, leurs énormes carcasses stationnées dans des voies de garage éloignées des villes qu'elles traversaient autrefois en tonnant. Aucun gros titre n'a marqué leur retraite, aucune cérémonie n'a honoré leur record. Les machines qui avaient autrefois transporté 1/10 du fret de Union Pacific étaient désormais des carcasses d'acier silencieuses, trop coûteuses à faire fonctionner et trop bruyantes pour être ignorées. La plupart ont été découpées pour la ferraille d'ici 1979. Leurs turbines, autrefois la voie la plus bruyante du rail américain, se sont tues avant même l'arrivée de la première crise pétrolière. Aucun successeur n'a véritablement pris leur place. D'autres locomotives étaient plus silencieuses, plus efficaces et plus faciles à entretenir. Mais aucune n'a égalé l'ambition brute ni le spectacle unique du Big Blow. Sa mort n'a pas été dramatique, mais elle a laissé un vide. L'ère de la puissance bruyante et radicale était passée, pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que le monde n'avait plus de place pour elle. Ce n'est pas le silence qui a remplacé la turbine, c'est la retenue. Un monde qui construisait autrefois des cuirassés sur rail mesure désormais le progrès en décibels et en décimales. Mais si ce genre d'ambition éveille encore quelque chose en vous, abonnez-vous et roulez avec nous à travers les machines qui refusent de chuchoter.